Bonjour Libertad. Allô, Amé! Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à la maison. Aujourd'hui, épisode 4. Enfin, l'épisode que personnellement j'attendais depuis très longtemps. Là. On en parle depuis le début du podcast. Puis, on va parler des relations amoureuses et la danse latine. Yes, sujet chaud aujourd'hui, sujet un peu plus sensible pour certains, étant donné que ça va toucher plusieurs aspects de notre vie. Donc, pour Sujet cet échange... différent aussi. Sujet différent, 100%, puis aussi ça qui peut avoir différentes opinions déjà aussi pour ceux qui nous écoutent, fait que ça va être intéressant. Donc, pour échanger sur ce sujet, pour pas juste le garder entre nous, parce qu'on a quand même un parcours similaire, donc sûrement une perspective similaire, on va voir. On a voulu rajouter de la variété, donc on a invité notre amie et follow dancer Magali, qui elle aussi est danseuse dans la communauté danse latine depuis une dizaine d'années. Puis on trouvait son opinion particulièrement pertinente puisqu'elle travaille dans le domaine de la santé mentale, donc elle va définitivement rajouter une petite touche supplémentaire dans ces discussions. Ça va tout être un tout épisode très complet, donc bonne écoute. Bonne écoute! Allô, Mike! Allô les filles! Hey, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors, on va commencer tout de suite. Parle-nous un peu de toi. C'est quoi ton background? Comment tu as commencé? Où est-ce que tu as commencé à danser? Pourquoi? Absolument. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un privilège de partager ce super nouveau projet-là que vous faites. Donc, moi, c'est Magali, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je vais effectivement peut-être raconter un petit peu comment je suis tombée en amour avec la culture latine. Mais avant de me lancer là-dedans, peut-être pour donner un petit peu plus de contexte aussi de pourquoi je suis ici à parler de tout ça. Pourquoi on t'a choisi, toi? Pourquoi je suis l'heureuse élue de ce balado. Donc, dans le fond, moi, de profession, je suis professionnelle en santé mentale. Mais par contre, je tiens à préciser que je ne suis pas là pour donner mon opinion professionnelle sur le sujet. Aussi parce que tout simplement, dans ma pratique, j'ai pas nécessairement été amenée à travailler, à accompagner des gens dans leurs enjeux relationnels, interpersonnels, dans le milieu de la danse latine. C'est très niché comme sujet. Mais c'est sûr que nécessairement, étant moi-même dans le milieu de la danse latine et travaillant dans le milieu de la santé mentale, bien, je jumelle les deux ensemble, ça me permet d'avoir des réflexions par rapport à ça. Mais c'est sûr que même si je suis là pour partager mon opinion plus personnelle, mes expériences personnelles, c'est sûr que nécessairement mes réflexions dans la vie de tous les jours, de toute façon, sont toujours teintées par la thérapeute que je suis. Ça fait partie inhérente de moi. Mais je suis pas là, c'est ça, pour commenter par rapport à une expérience clinique que j'ai eue spécifiquement avec ça. Mais ceci étant dit, effectivement, dans ma vie personnelle, du moins bien avant même de devenir professionnelle en santé mentale, je dirais que tout a commencé vraiment très tôt. Mon amour pour la danse en général. J'ai fait du ballet toute mon enfance, quand j'étais jeune, depuis que j'ai 4 ans, je crois. Puis ce qui a vraiment changé ma vie, je pense que je pourrais aller jusque-là. Ce qui a vraiment changé ma vie, c'est quand j'avais 17 ans, j'ai fait un voyage au Panama avec une amie. Elle, dans le fond, retournait dans une famille d'accueil dans laquelle elle était allée l'année précédente pour un voyage humanitaire. Donc, c'était vraiment un voyage extraordinaire parce que c'était pas le voyage typique touristique. On est retourné dans sa famille d'accueil, dans un village très, très reculé des zones touristiques. Donc, c'était vraiment une expérience d'immersion. Et de ce voyage-là, je suis absolument tombée en amour avec la culture latine, donc la musique, la danse, les gens. Et de là, en revenant à Montréal, c'est sûr que ça m'a nécessairement amenée dans la communauté latine en général, parce que moi, j'ai grandi sur la rive nord de Montréal, donc un milieu très francophone, très québécois, pure laine. Donc, de la culture latine, la musique latine, ça faisait pas vraiment partie
de ma culture à ce moment-là. Et donc, là, veux pas, quand on s'intéresse à la musique latine, à la danse latine, mais on se fait des amis dans la communauté. On finit, va être le sujet de notre discussion aujourd'hui, on finit à être en relation amoureuse avec des gens de la communauté aussi. Donc, ça a vraiment commencé de là. Puis après ça, de fil en aiguille, ça a été des petits cours de danse ici et là à différents endroits, des ateliers chorégraphiques, des troupes. Notamment, justement, j'ai travaillé aussi comme job étudiante pendant mes études à l'université comme réceptionniste à l'école de danse latine où je vous ai rencontré et plein d'autres gens de la communauté avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. C'est quand même une petite communauté. Donc, ça a été vraiment le début de mon histoire avec la danse latine. Puis là, depuis, je suis encore dans la troupe de danse avec vous après plus de 10 ans, je crois. Oui, plus de 10 ans. On a fêté le 10e anniversaire il n'y a pas longtemps. Puis j'ai aussi été en relation amoureuse avec un directeur de troupe, donc je l'ai assisté aussi dans les ateliers. Donc j'ai eu la chance de goûter aussi un petit peu au côté, je dirais, pédagogique de la danse, éducateur. Ouais, c'est ça. Même si j'avais pas le rôle quand même de prof, j'ai assisté à beaucoup d'ateliers. Mais j'ai assisté aussi à beaucoup d'ateliers comme étudiante également dans les congrès, les sociales, tout ça. Même de façon un peu inattendue, je me suis ramassée à un moment donné à faire des petits contrats puis à vendre des vêtements de danse dans les congrès. Donc, tu sais, j'ai fini par être très immersée, je sais pas si c'est le bon mot, très immersée dans le milieu, la communauté. Puis visiblement, les gens qui m'ont dit quand j'avais 17 ans que c'était juste une passe, la musique latine, la danse latine, ils se sont trompés parce que, mais voilà, aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, je suis encore là puis je compte pas. Et ta passion est toujours... absolument, absolument. On est tous dans le même bateau. Mais j'aime beaucoup ton résumé de ton parcours parce que je trouve que ça fait comment un clin d'œil à ce qu'on traite aussi dans l'épisode 1 par rapport à l'écosystème de la danse. Puis tu en as nommé plusieurs. Fait que tu as vraiment touché un peu à tout. Donc, c'est intéressant de voir ton parcours. Là, on va passer au vif du sujet. OK. Alors, j'aimerais savoir, puis là, c'est vraiment une conversation à trois. Là. Hein? Selon nous, selon toi, Libertad, quelle est l'image que les gens ont par rapport aux relations amoureuses ou par rapport à la communauté et les relations amoureuses par la même occasion. Parce que je pense que nous, on se baigne dedans depuis un bout, mais je pense que c'est un sujet qu'on se peut poser peut-être la question ou qu'on sait qu'il y a des gens qui ont certains avis quand ils le regardent de l'extérieur. Fait qu'on est curieux de savoir, toi, selon toi, c'est quoi les typiques stéréotypes là, que les gens ont? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a des préjugés, peut-être à la fois, je veux dire, favorables ou du moins idéalisés, et d'autres probablement un peu moins favorables. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. J'ai comme l'impression que, de par le fait que nécessairement les danses latines, la musique latine, il y a une sensualité qui vient avec ça, il y a une proximité physique qui vient avec la danse, évidemment. Ça amène les gens à, j'ai l'impression, soit d'une part, un peu, justement, idéaliser cette idée-là que, on est des personnes tellement ouvertes, sexuelles, qui embrace justement beaucoup ce côté-là, justement jusque dans leur relation amoureuse. C'est peut-être même que, je sais pas, on a une sexualité flamboyante, qu'on a beaucoup de relations, qu'on est très, justement, relationship or sex-oriented. Je suis désolée, ça sort en franglais. Donc, je pense qu'il y a cette image-là peut-être un peu idéalisée. Des gens dans la communauté puis des relations dans la communauté. Mais aussi, à la fois, je pense que c'est cette même image-là qui amène des préjugés peut-être un peu moins favorables ou à connotation un petit peu plus péjorative, comme quoi que peut-être que c'est trop, c'est déplacé. Je sais qu'on va s'en reparler, mais que c'est peut-être justement, ça dépasse certaines limites, que c'est pas sérieux peut-être, qu'il y a de l'infidélité, qu'il y a de la promiscuité, qu'il y a des enjeux relationnels parce que c'est trop menaçant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai souvent la réaction, même j'en parlais récemment avec des collègues quand je leur racontais que je venais faire le balado ici. La première réaction, c'est
mais tu danses proche, collé comme ça avec un gars qui n'est pas ton chum. Puis Moi, c'est ça toujours questionne les ça gens que beaucoup. je me fais poser. Tu danses avec quelqu'un d'autre que ton chum. Ouais. Et moi, je fais comme, ben oui, en social, je peux danser avec des dizaines et des dizaines de personnes. Et j'ai aussi eu un autre partenaire de danse. Ça fait 16 ans que je danse avec lui. Puis j'ai eu 0 relation amoureuse avec lui. C'était vraiment tout business. Hein? Puis oui, c'est possible. Et les gens à l'extérieur, ils ont un petit peu de difficulté à comprendre ça au début. Ouais. Mais dès qu'on en parle, comment ça fonctionne et tout ça, je pense que ça devient un petit peu plus... C'est beaucoup d'éducation là, à travers nos expériences, parce qu'eux, ils ne sont pas exposés à ce genre de relations très, très spécifiques. On s'entend là, c'est quelque chose qui se retrouve rarement dans d'autres communautés. Je pense que la danse latine en est une, mais il y en a d'autres aussi qui ont ce genre de partage un peu plus intime, mais sans nécessairement créer comme de relations amoureuses par défaut. Ouais. Après ça se peut que ça en crée, on va se le dire. C'est vrai que ça crée des relations amoureuses comme n'importe quel autre hobby ou autre activité. Où est-ce qu'il y a des gens qui se parlent? Quelle complicité. Ouais. Exact. C'est ça, mais c'est pas dans tous les cas. Exactement. Puis je pense peut-être que les gens ont aussi justement probablement ce préjugé-là que une relation entre un danseur et un non-danseur va pas fonctionner à cause de tout ça. Que ça va peser trop lourd sur la relation, un peu la menace de la danse dans la relation. J'ai cette impression-là que les gens pensent que c'est autant danseur avec danseur que ça peut être aussi danseur avec une personne extérieure. Je pense que chacun sait pour et contre, puis ça aussi, c'est une question qu'on va amener un peu plus tard. Mais effectivement, pour la question des stéréotypes, je pense que tu as bien couvert le fait que les gens à l'extérieur, finalement, manquent d'éducation sur le sujet, ce qui est normal parce qu'ils ne sont pas exposés à cette communauté, à cette façon de danser et ce qu'il y a derrière. Parce que, oui, la façon qu'on danse, il y a des mouvements qui ressemblent à quelque chose qu'ils connaissent, mais que dans un contexte intime, dans un contexte... C'est ça, totalement autre, alors que nous, quand on fait des déhanchements de hanches, quand on fait des waves... Et tout ça... On pense pas à coller le garçon. C'est ça, c'est un gros stéréotype qu'on a en ce moment. La bachata sensuelle est arrivée il y a quelques années à Montréal, puis nous, on le voyait sur YouTube, sur Instagram depuis plusieurs années, puis on voit ces grosses ondulations, ce rapprochement physique avec notre partenaire qui peut être homme ou femme. Puis il y a plusieurs personnes qui disent que c'est inapproprié, que c'est inadéquat. Moi, me voir, exemple, avec une femme, est-ce que tu as une relation avec cette femme ou une relation avec cet homme? Non, c'est une connexion qu'on a en dansant. On essaie de créer quelque chose d'artistique, en fait, en quelque sorte. Ça me fait penser aussi que je pense que ce qui contribue probablement à cette perception-là populaire de la communauté, c'est que aussi, il y a beaucoup, je pense, de danseurs pros, donc danseurs professionnels, qui souvent, c'est eux qui ont la visibilité, disons, sur les réseaux sociaux et tout ça, qui sont effectivement des couples dans la vraie vie. C'est un très bon point. Disons, Daniel et Désiré, par exemple. Et donc, c'est normal que ils transmettent aussi cette connexion-là, ce petit plus-là. Déjà, la danse est sensuelle. En quelque sorte, ces gens-là, peut-être. Oui, mais faut pas oublier que des fois, on regarde certains couples de danse qui sont des couples amoureux. Exactement. Et je le sais, pour avoir justement eu des partenaires de danse, des amoureux et des non amoureux, je vais pas danser de la même façon avec mon amoureux. Je vais me coller plus, je vais me rapprocher différemment. Donc, mais les gens, quand ils savent pas ça, eux, tout ce qu'ils voient, c'est Daniel et Désiré danser. Justement, je voyais une vidéo tout récemment, je dansais avec un ami, puis on s'inspirait de certaines vidéos qu'il avait trouvées pour essayer d'apprendre des nouveaux mouvements. Puis il y avait un mouvement de wave face à face, et c'était Luis et Andrea. Donc, ils sont un couple aussi dans la vraie vie. Parce qu'ils sont un couple, ben effectivement, dans le mouvement de wave, vu que c'est face à face, la bouche est très, très proche. Mais c'est correct parce qu'eux, ils sont un couple. Mais on fait cette différence-là. Donc, nous, quand on le pratiquait ensemble, on pratiquait de faire un petit tilt de tête pour pas être trop visage à visage, les lèvres collées. Parce que ça, c'est une limite qu'on n'a pas envie de franchir quand on n'a pas ce lien-là amoureux ensemble. Mais les gens qui le voient sans le contexte pourraient se dire, ben, c'est comme ça qu'on danse la bachata. C'est toujours nécessairement rapproché de cette façon-là.
Et au-delà même des gens qui ne savent pas danser, je dirais même les personnes qui commencent à danser. En fait, c'est ça le plus grand risque, je crois, de ces personnalités publiques qui sont des couples. Comme, moi, je le vois un peu comme du extra, en fait. Il y a la base du partnership. Donc, on a des règles aussi qui viennent avec. Nous, on l'a appris parce qu'on l'a appris dans les écoles. Les gens, les enseignants nous ont appris les bonnes étiquettes, disons, pour pouvoir avoir ces contacts proches, mais respectueux dans le consentement et tout. Alors que quand tu regardes des professionnels qui sont un couple, eux, c'est sûr que peut-être leur consentement est un petit peu plus élevé. Comme, oui, c'est correct si tu me donnes un petit bec pendant que tu fais la wave. Je pense qu'Amia aussi, elle le fait de temps en temps avec son partenaire qui est également son amoureux. Donc, je pense que ça, c'est des trucs acceptables. Mais quand tu es débutant et que c'est ça que tu as comme modèle, ça peut créer ce genre de mauvaise compréhension. Oui, c'est une grosse confusion de ce que c'est. De prendre des cours en présentiel parce qu'on voit de plus en plus de gens qui prennent des cours en ligne et malheureusement, cette étiquette-là n'est pas souvent abordée. Et donc, oui, c'est pas mal important. Ça, c'est un bon point, le web versus l'école. Ça pourrait être un autre sujet qu'on peut parler. On pourrait en parler tout le temps des sujets quand on parle d'un autre sujet. Mais j'aimais ça aussi, ton exemple, parce que ça me fait rappeler aussi à quelque chose que j'avais pensé l'autre fois quand je regardais le film Dirty Dancing 2, donc Danse lascive 2, Havana Nights. Havana Nights, oui. Puis celui-là, il est très orienté latin, là, fait que, je sais pas, j'avais le goût de l'écouter. Puis j'ai remarqué, en fait, que c'est pas rare que les films qui exposent la communauté de danse latine dans cette situation, c'était plus de la danse cubaine, ils exposent les personnages principaux comme un couple aussi. Donc, quand jeune fille rencontre un garçon qui danse, puis elle apprend à danser, elle tombe en amour avec le garçon, puis avec le prof, puis après ça, c'est une relation amoureuse se développe. Donc, stéréotype après stéréotype. Ce qui est une histoire bien normal pour un film, c'est normal, on aime les comédies romantiques. Ceci dit, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas exposés à la réalité de la communauté et que pour eux, c'est le seul contact qu'ils ont avec ça, ça crée, ça encourage, disons, cette réflexion, cette mentalité que si tu danses la salsa, si tu danses la danse latine, c'est avec ton chum. Comme ce que tes collègues disent ou les gens autour peuvent dire. Ouais. Exact. Ouais, puis j'ai vu justement récemment sur les réseaux sociaux, en fait, je sais pas pourquoi, je vois beaucoup dernièrement des vidéos, ça doit être mes algorithmes qui sont bien faits, des vidéos de toutes sortes, pas juste de la danse, mais aussi, je donne un exemple, un vidéo récent que j'ai vu, c'était un extrait de patinage artistique en couple. C'était absolument magnifique, mais effectivement, il y avait quelque chose de très sensuel, peut-être même un peu romantique à la séquence. Puis le running gag un peu, c'est qu'à chaque fois que je regarde la section des commentaires, je vois constamment le même gag qui revient, souvent le premier commentaire en haut. Puis c'est toujours quelque chose du genre je pourrais jamais faire ça parce que moi après je demanderais what are we. Puis je pense que ça met en lumière quand même que c'est important de reconnaître que dans une communauté, que ce soit la danse latine ou un peu comme tu disais tantôt, Libé, n'importe quelle autre communauté d'un hobby qu'on a, ce serait faux de nier que c'est un terreau fertile aux connexions, je veux dire en général. Que ce soit justement des amitiés, que ce soit un dance crush, que ce soit, on pourra reparler, un amoureux, une amoureuse, une attirance sexuelle envers quelqu'un. Donc, c'est sûr que c'est un terreau fertile aux connexions parce que on passe souvent beaucoup de temps ensemble. Des fois, on se voit surtout dans une troupe de danse, là, on se voit plus souvent que nos propres amis, notre propre famille, souvent. Tout à fait. On partage des accomplissements ensemble. On a une proximité physique, on a un intérêt nécessairement qui est commun, on a un sentiment d'appartenance. Donc, c'est tous des éléments, c'est des émotions favorables, c'est des émotions fortes. Fait que c'est sûr que c'est tous des éléments favorables à la connexion. Et effectivement, de là peut surgir une connexion amoureuse ou sexuelle, par exemple. Donc, je pense que c'est correct de le reconnaître, mais c'est effectivement d'éduquer puis de faire la différence entre, ça, en ce sens-là, c'est pas différent que d'avoir ce sentiment d'appartenance-là, cette connexion-là dans ton équipe sportive, dans tes cours de poterie, je sais pas, plein d'autres choses. Donc, tu sais, ça aide à nuancer un peu que
on peut pas nier, puis je comprends pourquoi les gens qui regardent ça de l'extérieur ils ont cette idée-là un peu biaisée que c'est ça qui se passe dans la communauté de la danse latine, mais en ce sens-là, moi, je pense pas que c'est tant différent de n'importe quelle autre communauté, finalement. Ben, avant que comme les relations amoureuses se créent davantage sur le web, parce que maintenant, je pense que c'est la façon la plus populaire pour rencontrer un partenaire. Je pense que c'est en ligne, là. J'ai pas les stats, mais il me semble que j'ai lu ça. Je sais pas ça. Avant ça, ben, la majorité des gens rencontraient leur partenaire au travail ou à l'école, high school sweetheart. Donc, je crois que juste le fait d'être dans un environnement où est-ce qu'il y a un plus grand nombre de personnes, on s'entend une personne qui reste chez eux, que leur hobby, c'est plus les jeux vidéo ou solitaire, c'est plus solitaire, a beaucoup moins de chances de rencontrer quelqu'un qu'une personne qui a un hobby où est-ce qu'il y a énormément de contacts humains avec de nouvelles personnes. Donc, au-delà de, créer des moments spéciaux si tu es dans une équipe de danse ou tu as un projet en particulier, juste le fait de sortir à un social parce que tu es une danseuse qui aime aller faire un petit social une fois par semaine, ben, ça t'expose déjà à un environnement un peu plus ouvert à une rencontre qu'un autre où est-ce qu'il y a peut-être moins de contact humain. Donc, je trouve que c'est super pertinent. Puis à la fois, ça met aussi justement en lumière comment que il peut avoir ces connexions-là très platoniques. Un peu comme si on pense à des amitiés. On peut avoir une connexion très, très forte avec quelqu'un parce qu'on partage toutes sortes de choses, mais ça ne se traduit pas nécessairement en une connexion amoureuse sexuelle. T'sais. Puis même si dans la danse latine, c'est sûr que cet élément-là de sensualité qui est inhérente, je pense, à la danse et à la musique en soi, on le sait très bien, là. Je faisais référence tantôt au mot dance crush, là. Moi, comment je le définis, justement, c'est qu'un dance crush, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'attirance physique ou amoureuse. J'ai eu plein de dance crush où c'était juste une compatibilité, on dirait, de danse. Je comprends. Où juste, ça coule, c'est facile, on a du plaisir à danser ensemble, mais c'est un plaisir très platonique, exact. En fait. J'adore ça. Attirance sexuelle ou même amoureuse, zéro. C'est vraiment ton dance crush, t'aimes ça danser avec cette personne-là. Puis, j'aime ça, on va le rajouter dans notre dictionnaire de termes dance crush avec cette définition-là parce que c'est vrai, je trouve, moi, comment je vois des fois quand je ne vais pas danser social souvent. Pour ceux qui écoutent, je pense qu'ils vont dire c'est vrai, on ne la voit pas souvent. Mais quand j'y vais, ce que j'aime, c'est que pour moi, c'est comme une méditation. Parce que c'est un des moments rares où est-ce que je suis vraiment dans le moment présent. Donc, j'écoute la chanson, je profite de la musique, du rythme, de la musicalité. Puis, effectivement, des fois, il y a des personnes où est-ce que ça clique super bien, puis que tu partages cette chanson-là, puis que c'est ton dance crush, comme j'adore danser avec cette personne-là. Ça fait, je peux pas expliquer quoi exactement. C'est peut-être parce qu'on a la même façon d'identifier la musique, de la interpréter. Mais bref, il y a quelque chose qui fait que certaines personnes, tu partages quelque chose, mais effectivement, rien de romantique, rien de sexuel, et je suis sûre que c'est la même chose des deux côtés, la majorité du temps, là, du moins. Et tu crées juste ces moments-là, puis ça crée comme, c'est ça, tes favorite dancers dans les sociales, puis t'as hâte d'aller. Puis là, c'est sûr que en mettant... T'attends qu'ils finissent oui, c'est ça. en ligne. Ça nous arrive. Ouais. Ça peut se traduire en... C'est sûr qu'un dance crush pourrait évoluer à plus, mais le mythe, c'est de penser que ça va nécessairement évoluer à plus. Puis ça, je pense que c'est vraiment... Moi, je serais prête à dire, personnellement, que c'est loin d'être la majorité du temps. Moi aussi, je pense que c'est comme pas la majorité. Parce qu'on s'entend aussi que plusieurs personnes peuvent avoir leur même dance crush. Je veux dire, c'est relié un peu aussi à la façon que tu danses. Je dis pas que tous tes dance crush, c'est des avancées, là. Pas nécessairement, en fait. Au contraire. Des fois, c'est juste un danseur intermédiaire qui a une super musicalité. Oui, quelque chose. Puis que, personnellement, moi, je préfère danser avec quelqu'un qui a beaucoup de musicalité que quelqu'un qui me fait spinner, qui est avancé. Puis que... Donc, oui. C'est une question de préférence, c'est ça. Puis je pense, comme tu dis, si tout le monde avait le même dance crush puis qu'à chaque fois, il y a une relation qui émerge de ça, non, c'est quasiment impossible. C'est sûr que... Ça serait vraiment chaotique comme communauté si ça se passait comme ça. Exact. Puis est-ce que c'est possible d'avoir, toi, en tant que danseuse, puis avoir une relation amoureuse avec un non-danseur? Moi, j'en ai eu. Je peux parler de... mon expérience personnelle à moi. J'ai été en relation avec des gars qui dansaient pas. Ça vient
avec différents défis, hein, être soi-même, disons, un danseur, une danseuse, puis d'avoir comme partenaire amoureux quelqu'un qui danse ou qui ne danse pas. Ça vient avec des enjeux différents, c'est sûr. Je pense que moi, j'ai eu, c'était peut-être pour revenir au préjugé, moi, c'est ça, j'ai l'impression que les gens à l'extérieur doivent se dire que c'est nécessairement un deal breaker, que ça met nécessairement la relation en péril. Oui, exactement. Alors que, disons, moi, dans mon expérience, j'ai eu de la chance, j'ai eu des partenaires qui étaient compréhensifs. Par contre, je pense aussi que, comment je peux dire? Déjà, d'emblée, il n'y avait pas de surprise. Ces personnes-là qui ont été en relation avec moi, ils savaient dès le départ que la danse, ça faisait partie de ma vie, que c'était très important. Est-ce que c'est important de le dire dès le début? Moi, je pense que oui. Comme n'importe quoi d'autre, en fait. Parce que quand tu te rentres en relation amoureuse avec quelqu'un, c'est en train de dire, je vais te faire une place dans ma vie à travers les autres choses qui sont déjà dans ma vie. Donc, c'est sûr que c'est important, en général, je pense, d'avoir cette conversation-là ou cette ouverture-là à discuter mutuellement de quelle place cette relation-là va prendre à travers les autres choses qui sont importantes dans ma vie. Déjà, ça, pour moi, ça fait partie un peu, je veux dire, des relations saines, ce qu'on appelle la différenciation. Je m'excuse, je m'en vais un peu dans mes termes, mais qui s'appelle la différenciation, qui est cette idée-là qu'être en couple, j'ai encore mon identité propre et je la partage avec quelqu'un d'autre qui a aussi son identité propre. L'inverse, ce serait la fusion. Je pense que le mot parle pour lui-même. Donc, je pense que dans ce concept-là de différenciation, que ce soit la place que la carrière prend dans ma vie, par exemple, la place que la danse ou n'importe quel autre hobby, que la personne soit au courant, puis que aussi la personne fasse cette introspection-là de quelle place maintenant je vais faire cette relation-là amoureuse dans ma vie, considérant ces autres choses-là qui sont importantes pour moi. Puis quand je vais concilier tout ça, c'est un exercice pour moi qui est essentiel, danse latine ou pas. Peut-être que c'est sûr, dans le cas de la danse latine, ça nécessite, c'est sûr, une communication autour justement du fait que on va pas le nier. Puis ça, je pense que c'est important de reconnaître, surtout quand on sort avec quelqu'un qui n'est pas dans la communauté, d'avoir, tu sais, nous, comme on disait, on est dans le milieu, on comprend ça, on comprend que faire une wave sur quelqu'un, ça veut rien dire. Mais il faut aussi avoir cette empathie-là pour la personne qui n'est pas dans ce milieu-là, que ça se comprend aussi que de sa perspective, c'est malaisant, c'est inconfortable, c'est peut-être même menaçant. Donc, c'est dire comment qu'on arrive à négocier ensemble le fait que je suis capable d'avoir cette empathie-là pour toi, comme que je veux que tu aies cette empathie-là pour moi, que pour moi, ça veut rien dire, et pour moi, c'est important la danse pour telle ou telle raison. Exactement. Comment qu'on arrive à se sécuriser mutuellement pour qu'on puisse avoir cette relation-là, puis que je puisse continuer à faire partie de cette communauté-là qui est importante pour moi. Fait que, tu sais, c'est des petites choses comme... par exemple, quand j'ai plus fait des troupes, j'ai fait beaucoup de troupes, quand je devais pratiquer, disons, en one-on-one avec quelqu'un, puis ça rendait mon partenaire inconfortable. J'allais pas lui imposer, on allait avoir une discussion sur qu'est-ce qui te rend à l'aise, qu'est-ce qui te rend mal à l'aise. Puis, par exemple, une des solutions qu'on avait eues, c'était, je suis plus à l'aise que vous vous rencontriez, disons pas en one-on-one chez lui dans son salon. OK, on pratiquait chez moi, quand lui était présent ou dans un studio de danse. Ça le sécurisait. Puis je trouvais pas que c'était un compromis déraisonnable. J'avais le droit de continuer à danser, mais c'était ma façon aussi symbolique et concrète de lui démontrer je suis sensible, je suis considerate à l'idée que toi, ça peut t'insécuriser. C'est comme dans n'importe quel disagreement qu'on a dans une relation de couple. Pour moi, le point qui est super important, du moins dans la position de danseur avec un non-danseur, c'est autant que justement pour nous, on dédramatise les mouvements qui pourraient paraître menaçants. C'est important, je pense, de ne pas les invalider auprès de l'autre. Donc, autant que moi, je comprends qu'il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de menaçant dans les mouvements que je vais faire avec un partenaire de danse, je pense que c'est important de reconnaître que pour l'autre, ce l'est. Pour l'autre, c'est insécurisant. Sans dire, oui, tu as raison, il va se passer quelque chose, mais juste dire, je peux comprendre pourquoi toi, ça t'insécurise. Puis là, quand on vient valider l'émotion de l'autre, là, il y a une place à un dialogue, il y a une place à justement le compromis, la négociation. Mais je pense que c'est important de s'accueillir mutuellement dans son vécu respectif, coming from two different places, complètement. Parce que sinon, ça pourrait créer une anxiété aussi. Oh mon Dieu, si je fais ce move-là, qu'est-ce que mon chum tu profites plus vraiment de ta danse. Exactement. Fait que moi, je pense que cette communication-là est absolument nécessaire, justement pour que tu puisses comme enjoy, tu puisses avoir du fun, le même fun que tu avais avant. C'est juste que maintenant, j'ai un copain
qui est non-danseur. Je voulais juste revenir à la question que tu me disais tantôt pour... est-ce qu'on le dit tôt dans la relation? Je pense que surtout si, justement, on est dans une position, pour nous, c'est un non négociable. Parce qu'on s'entend qu'il y a des gens pour qui la danse latine fait partie de leur vie, peut-être pas à la même intensité que nous. Donc, il y a ça. Mais si c'est quelque chose qui est justement, pour moi, c'est un non négociable. C'est inacceptable. Je pense que c'est très correct d'être dans l'affirmation de soi par rapport à ça. Mais de savoir jumeler, justement, affirmation et considération. Parce que peut-être, moi, ce que j'ai cru voir, c'est des gens aller à des extrêmes différents où, parce que je suis légitime, que la danse est importante pour moi, puis j'accepterai jamais que quelqu'un me laisse pas danser, ils deviennent justement un peu inconsiderate. Ils sont pas capables, justement, d'être dans le compromis, dans la validation, dans la flexibilité, de comment faire vivre cette passion-là à travers la relation. Donc, je pense que c'est important aussi de mettre ça sur la table. Puis après ça, l'autre personne, elle peut prendre sa décision sur, OK, est-ce que ma partenaire qui danse, on est capable de se sécuriser suffisamment ensemble pour que ça coexiste. Puis après, si la personne, effectivement, pour elle, à l'inverse, de la même façon que moi, je vais être rigide dans je peux travailler avec toi sur comment faire vivre ça, mais ça, c'est pas négociable, j'enlèverai pas ça de ma vie. Je vais aller dans un autre scénario extrême où ça pourrait être correct aussi qu'il y ait une personne qui dise, mais pour moi, c'est intolérable. Même si on travaille ensemble, même s'il y a de la bienveillance, pour moi, c'est intolérable. Puis c'est correct aussi. Mais c'est bon, justement, qu'on s'en rende compte peut-être plus tôt que tard dans la relation. Parce qu'il y a plusieurs moyens de mettre ça en contexte avec notre partenaire. Exemple, l'amener de temps en temps à nos pratiques, l'amener dans notre société. L'exposer avec... ça fait partie de l'éducation aussi. Hein? Si tu danses avec des personnes un peu plus que d'autres, comme quand tu es dans une troupe, présenter la personne. Exactement. Moi, quand on a des gatherings, des restaurants ou des... Nous, on parle de ça parce qu'on le fait. Là. Fait que c'est ça que... Mais tout ça fait partie de sécuriser mon partenaire. Exactement. C'est des techniques développées pour inclure ces personnes-là, pour qu'ils se sentent, même s'ils ne sont pas dans la communauté de danse, parce qu'ils ne partagent peut-être pas la danse en soi, ça ne veut pas dire que tu ne partages pas les amitiés que tu t'es créées dans cette communauté de danse aussi. Exactement. Donc, ça peut aussi aider à créer ce sentiment de sécurité. Ton copain non-danseur arrive dans un social, toi, tu es en train de danser, il ne va pas se retrouver tout seul dans le bar, en train d'attendre. Ça, c'est un peu malaisant, parce que toi, tu te fais inviter un après l'autre, souvent. Donc, c'est lui apprendre aussi à avoir un contact avec les gens hyper sociable. C'est sûr que là, on parle du best case scenario où est-ce qu'on réussit à faire cette négociation, mais j'ai aimé que tu as osé aller dans les cas extrêmes où est-ce que c'est intolérable potentiellement pour le ou la partenaire et que si c'est non négociable aussi pour une autre personne, si ça fait partie de ta vie ou peut-être la personne ne sait pas finalement si elle est prête à faire ce sacrifice pour une personne, parce que là, on dit le plus tôt est le mieux, mais en même temps, le plus tôt, ça veut dire que ta relation est nouvelle aussi. Donc, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup de faire un petit peu de sacrifice pour explorer ma relation ou pour moi, je vois un peu des red flags, disons, si la personne est intolérable à ce que je pratique ma passion, est-ce que j'y mets fin? J'ai l'impression que c'est quand même une situation que certaines personnes ont vécue dans la communauté. Pour l'avoir entendu entre des branches, c'est quand même un scénario typique. Puis pas seulement dans la danse latine, on va se le dire. C'est dans tout ce qui a un inconfort. Pour ma part, j'ai eu des relations dans les deux. Puis, personnellement, je préfère que mon partenaire soit dans le milieu de la danse. Je pense que puisque je suis à 100% dans ça. Tu baignes là-dedans. Oui, je baigne complètement là-dedans. Ça fait partie tellement de ta vie. Exact. Ça fait des années. Donc, je pense que je vais plus faire ça parce que ça me sécurise. Puis, j'ai déjà essayé, mais malheureusement, ça n'a pas passé. C'est une question de temps aussi, j'ai l'impression, étant donné que tu as tellement une grosse portion de ton temps dédié à ça et tu as envie aussi de partager des moments spéciaux avec ton partenaire. C'est sûr que si la personne partage la même passion et qui va aux mêmes activités, les mêmes festivals ou sociales, tu crées des moments de qualité, pas genre juste toi et moi qualité, mais des moments de qualité quand même avec ton partenaire dans des contextes de danse. Un peu difficile, exemple, quand tu pars une fois par mois dans un congrès à l'extérieur de Montréal, c'est quand même compliqué.
Hein, parce que tu peux pas emmener la personne constamment avec toi en voyage. Sinon, Ouais. Ou elle s'ennuie aussi. Oui, c'est Si ça, elle danse pas, elle s'ennuie. Fait que tu vas te poser des questions. Est-ce que... je sais pas. C'est vrai que le mot qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est le... je trouve que ça met en lumière l'idée de compatibilité. Que ce soit même logistique. Mm-hmm. Puis on dirait que, je me disais, ça pourrait être la même chose, disons, avec la carrière. Tu sais, quelqu'un qui décide que la carrière, ça prend ce chunk-là, tu sais, dans leur vie, puis que la place qu'il y a pour une relation amoureuse, c'est ça, ben, ce serait le même genre de négociation, de discussion, de réévaluation des priorités respectives, à savoir si quand on réévalue ces priorités-là et cette volonté-là de s'accompagner mutuellement, de se sécuriser, de se retrouver, est-ce que ça finit par être compatible ou pas avec ce qu'on veut préserver individuellement, oui ou non? Ouais, moi, au contraire de Amé, moi, mon expérience, c'est que c'est complètement l'opposé. En fait, j'ai une préférence pour une relation en dehors du milieu de la danse. Là, pour ça, par contre, je dois dire, puis j'avais jamais vraiment songé jusqu'à pour la préparation du balado. Mais étant donné que j'ai commencé jeune, et tu l'as mentionné un peu tantôt dans l'image externe, puis l'influence que ça peut faire, que ça peut être comme positif ou négatif, j'ai l'impression que pour moi, étant donné que j'ai été exposée à beaucoup de personnes qui ont eu différentes relations, différentes expériences, de travers les yeux d'une jeune adolescente et même enfant parfois, j'ai comme associé ça des fois à je sais pas si je vais aller là-dedans. Je me disais... Oui, tout de suite comme... j'ai des 100%. J'ai été... Moi-même, j'ai été une personne qui a attribué des stéréotypes, en fait, finalement. Étant donné que j'étais jeune, étant donné que j'étais exposée à des adultes qui, eux, vivaient ça pleinement, justement, des créations de relations. Puis je voyais aussi les problèmes que des fois ça engendrait. À l'externe puis à l'interne. Oui, c'est ça. Ben, surtout les Ouais. partenaires, c'est ça. Mais je pense que ce que j'appréciais moins, c'est quand je voyais comme des partenaires danser ensemble. Moi, je trouvais ça dommage que les conflits de relations amoureuses pouvaient influencer leur partenariat. Parce que comme ça, c'est vraiment une autre chose typique qu'on C'est voit. une discussion, de danseur à danseur. Là, Exact, ouais. c'est ça. Puis on dirait que quand je voyais ça, je fais comme, moi, je suis genre, I don't want trouble. Moi, je veux danser en paix. Je veux profiter de ma danse et tout. Puis après ça, évidemment, il faut trouver un partenaire à l'extérieur qui accepte, qui est compréhensif, qui est communicatif. Donc, pour pouvoir implémenter tout ce que tu as déjà conseillé comme bonne pratique pour avoir une relation solide. Puis je pense aussi, ça vient avec la personnalité, même si la danse n'existerait pas. Moi, personnellement, je suis une personne ouverte d'esprit. J'aime beaucoup de choses différentes. J'aime ça être exposée à comme des spectacles, je sais pas, comme de drag ou comme juste des choses que si j'ai pas un partenaire qui a une ouverture d'esprit similaire à la mienne, ben ça marchera juste pas. Donc, pour la danse, par conséquent, c'était juste un autre test, disons. Si la personne est ouverte d'esprit au fait que la danse, c'est plus que juste coller une autre personne puis que ça devient comme une relation amoureuse ou sexuelle, c'est sûr que ça aurait été reflété dans sa personnalité bien avant. Mais ouais, c'est ça, je trouvais ça drôle de noter cette différence entre nous deux parce que contrairement à Amé, moi, j'ai juste connu ça. Mais aussi, notre présence est différente dans le milieu de la danse aussi. Amé aime ça donner des workshops, elle aime ça enseigner, c'est une enseignante de cœur. Moi, j'aime beaucoup faire des spectacles, puis comme apparaître, apprendre une nouvelle danse, puis après disparaître, puis faire autre chose on the side. Deux, mais on a des passions différentes. Puis, donc, on se complète bien. Puis, je préfère la nommer parce qu'il y a des gens, peut-être, qui nous écoutent, puis ils essaient de s'identifier peut-être à une de nos 3 expériences, puis comment on l'a dealé, disons. Puis, je pense que ça dépend aussi de comment, comme tu as dit, la danse, elle prend combien de place dans ta vie, à quel point c'est quelque chose d'important, à quel point tu peux comme compromise ou pas. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de relations amoureuses, prof-étudiant. Parce que ça, c'est quand même assez vu. Hein? Puis, on peut parler de relations amoureuses ou aussi de... Des fréquentations, plus? Oui, des fréquentations. D'après toi, qu'est-ce qui... c'est quoi les red flags? Puis c'est quoi les green flags là-dedans?
Je vais repartir sur une tangente similaire où, milieu de la danse ou pas, en tout cas, pour moi, ce qui ressort beaucoup de ce scénario-là, c'est l'idée de la dynamique de pouvoir. Mm-hmm. Parce que ça reste que quand on parle d'un prof avec une étudiante, nécessairement, le prof est en position d'autorité. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est l'enjeu quasiment le plus important de ce scénario-là, bien plus que le fait que ce soit dans le contexte de la danse latine. 100%. Peut-être que le contexte de la danse latine vient amplifier, peut-être. Oui, à cause des contacts. À cause des contacts, mais pour moi, l'enjeu, c'est vraiment l'idée de la dynamique de pouvoir. Donc, c'est sûr que comme dans n'importe quelle dynamique de pouvoir, si c'était ton prof à l'université, ton prof de yoga, ton prof de guitare, peu importe, c'est sûr que c'est de garder ça en tête puis d'être vigilant. C'est sûr que d'emblée, je pense que si je parle à ces personnes-là qui sont dans cette position d'autorité-là, c'est d'avoir déjà cette conscience-là qu'ils sont dans une position d'autorité. Je sais que ça sonne peut-être un peu sérieux, mais en même temps, il ne faut pas oublier que... Il faut leur donner, c'est vrai. Ils sont dans une position d'autorité. Ils sont dans une position d'autorité, tu sais, même si, effectivement, ça a peut-être l'air moins consequential quand on parle de ton petit cours de salsa le mercredi soir versus ton superviseur à l'université, mais c'est une relation de pouvoir quand même. Donc, c'est sûr qu'il faut que ces gens-là aient la conscience du rôle qu'ils portent, puis de l'influence qu'ils ont aussi. Mm-hmm. Et donc, il faut être vigilant aussi à naviguer des relations peut-être amoureuses ou sexuelles avec des étudiants. Je pense que rendu là, c'est plus des réflexions éthiques ou morales, mais les mêmes s'appliquent justement pour quelconque relation de pouvoir. Donc ça, c'est... je ferais dire red flag en ce sens-là que... faut faire attention. Hein? On le sait, ça, c'est peut-être l'objet d'une autre discussion, mais on le sait là, que ça existait dans la communauté, des histoires plus de violences sexuelles, hein, d'abus sexuels. Donc, ça peut laisser place, si on va à l'extrême, à des situations comme celle-là. Il faut vraiment être vigilant. De la même chose à l'inverse, c'est quand on est dans cette position à l'inverse d'étudiants, d'étudiantes, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Parce que c'est vrai que c'est facile, tu sais, puis je reviens un peu à la connexion que tu faisais tantôt sur le film Dirty Dancing. Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a comme... c'est romantisé, c'est le mot en français? We romanticize. Ce scénario-là, un peu, hein, de la personne qu'on admire, qui est wow, le prof, il est donc bien bon. Puis il y a quelque chose de séduisant, puis de socialement, justement, véhiculé comme quoi que c'est quelque chose de séduisant et désirable. Donc, peut-être, encore une fois, je reviens au self-awareness. Pour moi, c'est la base de tout, là, d'avoir ce self-awareness-là de, OK, je l'admire pourquoi? Je suis en train de tomber en amour pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je veux m'embarquer? Qu'est-ce qui m'attire vraiment là-dedans ou pas? Là? Donc, c'est pas nécessairement toute la situation qui est red flaggée, mais c'est plus l'approche prise qui selon l'approche, va être red ou green. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que on peut pas non plus demander aux profs de ne pas avoir d'avoir de fermer cette option de créer potentiellement des relations avec des étudiants. C'est des humains aussi. Donc, c'est sûr qu'eux, ils vont pas seulement cliquer avec d'autres danseurs de leur niveau. Puis, un peu pour toutes les raisons qu'on vient de nommer, cette personne-là, si elle est professeure, elle baigne dans la danse latine, donc c'est sûr qu'elle va vouloir trouver un partenaire, une partenaire dans le monde de la danse latine aussi. Donc, si c'est pas une personne qui a un niveau, qui est d'un autre professeur ou qui est d'un niveau élevé, donc qui ont une position égale côté autorité, c'est sûr que c'est difficile pour eux de s'empêcher de commencer une relation avec une personne plus débutante ou une étudiante. Donc, c'est sûr je pense pas qu'on red flag le tout, mais effectivement, l'approche va dire grandement sur si la relation s'enligne pour être quelque chose de sain ou versus ça se peut que tu aies une mauvaise expérience, puis en plus, avoir une mauvaise expérience peut teinter toute ta relation avec la communauté de danse en général. Puis ça, c'est là où est-ce que moi, personnellement, comme personne qui contribue à la communauté, je trouve ça très, très, très dommage. On a vu des exemples d'enseignants-enseignantes qui
commencent à avoir des relations amoureuses avec des élèves. Puis malheureusement, ben, ça tombe mal, il se passe de quoi de pas correct. Puis ben, cette personne-là, malheureusement, ben, elle s'en va de la scène de danse latine dû à cette mauvaise expérience-là. Et pourtant, elle aimait vraiment danser. Donc, je trouve ça dommage un peu. Ça peut arriver, c'est ça. Après ça, la personne individuellement aussi doit comme vivre. Travailler sur peut-être travailler sur elle-même pour voir est-ce que j'étais là pour les bonnes raisons, parce qu'après ça impacte le fait que j'arrête de danser complètement. C'est sûr aussi que c'est pas tous les enseignants et les enseignantes. 100%. C'est ça, on niche beaucoup, là. Ben, juste pour faire un petit parallèle avec l'exemple de Dirty Dancing, j'ai un autre exemple de film. Où est-ce que c'est le contraire? Fait que pour moi, c'est important de le noter parce que quand je l'ai regardé, c'était Shall We Dance? Avec J-Lo. C'est ça, Shall We... Je pensais à ça, exactement. Dans Shall We Dance, j'adore comment ça a été portrayed, justement, la relation étudiant et professeur. Ben déjà, c'était pas une comédie romantique, donc il y avait pas l'étudiant ne tombait pas en amour nécessairement avec la professeure. Clairement, il y avait une attirance physique, là. On avait vu un dance crush là-dedans. C'est ça, c'était un dance crush, exactement. Il aimait danser avec elle, ça avait connecté. Puis, à un moment donné, dans le film, puis je le mentionne parce que je crois que c'est une situation qui a dû arriver à beaucoup d'enseignants. Mais à un moment donné, elle dit, si tu es venu prendre des cours de danse juste pour moi, tu devrais arrêter de danser. Mm-hmm. Parce que moi, la danse, c'est important pour moi. Je donne des cours à des personnes qui portent autant une importance sur cette hobby-là, sur cette passion-là. Puis, c'est là qu'on voit l'éthique puis le professionnalisme aussi. Exact, c'est ça. Du professeur. Ouais. Donc, oui, éventuellement, ça aurait peut-être pu créer une relation parce que un contexte, l'environnement aurait créé ça. Mais, dès le début, un professeur est clair sur ses intentions. Si tu veux prendre des cours privés avec moi, si tu veux comme me voir, me demander à danser, mes intentions en ce moment, c'est de transmettre mes connaissances. Si tu veux apprendre à me connaître ou quoi que ce soit, outside of the studio, outside of the dance class, peu importe. Puis au moins, c'est clair dès le début. Je pense que j'aimais cette approche. Elle était un petit peu rush, comme elle était un petit peu sec dans le film, mais des fois... En tant que professeur de danse, je pense qu'il faut être quand même direct. Les limites claires, c'est important puis c'est sécurisant aussi, au final. Parce que sinon, ça laisse une petite porte ouverte et ben ça peut tourner dans le négatif. Donc, moi, je pense que j'aime mieux être comme J-Lo. Soyons comme J-Lo. Soyons comme J-Lo. Vraiment être ferme et dire, voilà, moi, je suis enseignante, tu es mon élève et il va y avoir une ligne, puis il ne faut pas la dépasser. Ouais. Voilà. Puis je pense que j'aime le côté quand tu disais tantôt, on est humain aussi, hein, même si on porte ces différents rôles-là, on est humain, puis les choses peuvent arriver. Puis je pense que ça nous ramène justement à ce professionnalisme-là d'être capable de bien délimiter les rôles, puis de bien délimiter justement la vie personnelle, la vie professionnelle, tout simplement. Donc, si la personne étant professeur, ça fait partie de sa vie professionnelle d'une certaine façon, la danse. Donc, c'est voir, ben moi, si je suis un professeur, par exemple, puis que je développe une relation amoureuse avec quelqu'un, est-ce que je peux m'assurer que surtout si cette personne est encore dans mes cours, est encore dans ma troupe, que je suis capable de me rappeler que quand on est en cours, on est en cours. Puis je ne vais pas justement avoir, par exemple, du favoritisme ou des choses comme ça. Ou la même chose s'il y a une séparation, disons, par la suite. Mettre nos sentiments personnels de côté, essayer de voir comment on peut naviguer ce professionnalisme-là pour pas que ça impacte, comme on dit, la communauté ou les autres aussi autour. Les autres membres de l'équipe aussi. Exact. Donc, je pense que ça peut arriver, mais encore une fois, on est humain, puis les gens font ce qu'ils peuvent avec leurs émotions, avec leur vécu, puis après ça, ils peuvent effectivement avoir à réévaluer leur posture dans leur implication dans la danse, dépendamment de ce qu'ils peuvent avoir vécu, là. Donc, vraiment beaucoup de sujets intéressants qu'on a abordés. J'amènerais un petit dernier sujet que je crois qui pourrait être intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on ne veut pas non plus faire l'autruche sur un dernier stéréotype qu'il y a dans la communauté de la danse latine. Puis c'est tout le sujet qui englobe la fidélité, en fait. Étant donné, puis c'est un peu relié, je pense, à ce qu'on disait au début, d'avoir un contact un peu plus grand avec un plus grand nombre de gens. Ça veut dire aussi que
ça se peut que tu crées des contacts avec plusieurs personnes. Et cela en étant en couple ou pas. Puis là aussi, on va effleurer aussi l'idée plus moderne que des fois, il y a des types de couples différents. Donc là, on est quand même habitué on parle beaucoup de couples monogames, qui est très répandu et qu'on connaît le plus, mais il ne faut pas nier qu'il existe d'autres types de couples aussi. Les couples polyamoureux. C'est ça, ouvert. Je pense qu'on va dire ouvert pour ne pas oublier aucun terme. Puis ça peut créer malheureusement des situations où est-ce que... Confusion et d'infidélité aussi. Oui. Parce que deux personnes ne partagent pas nécessairement la même façon de... Le point de vue de la relation. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça, on voulait parler un peu du sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un stéréotype approprié? Qu'est-ce qui a pu causer ça aussi, d'avoir ce genre de stéréotype dans la communauté? Mm-hmm. Beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je pense que c'est un sujet super important qui adresse quand même, je pense, le cœur probablement des questionnements ou des insécurités que les gens peuvent avoir quand ils pensent à vivre des relations amoureuses dans le contexte de la danse latine. C'est l'aspect, je pense, qui est le plus menaçant, probablement. Plusieurs choses. La première chose que j'ai envie juste de nuancer, de clarifier, c'est qu'effectivement, tu sais, là, on parle d'un point de vue, en tout cas, du moins quand je parle de mon expérience à moi de monogame, on est effectivement à une époque où il commence à y avoir des configurations relationnelles autres que la monogamie. Mais par contre, je pense que quand même si, disons, j'étais polyamoureuse ou j'étais en relation ouverte, je vivrais probablement les mêmes enjeux dans ma communauté de danse latine parce que pour moi, c'est comme deux choses différentes. Même si j'ai une ouverture, comme vous l'avez dit, ça ne veut pas dire que parce que moi, j'ai cette ouverture-là, si je danse avec quelqu'un qui est monogame et qui est en couple avec quelqu'un, ça ne change rien. Mm-hmm. Les limites sont les mêmes. Les négociations sont les mêmes. Et aussi, même dans une configuration, on va dire, plus ouverte ou non monogame, il y a quand même toutes sortes de règles, puis c'est dans un contexte quand même donné. Donc, ça ne veut pas dire que cette ouverture-là va se manifester dans le contexte d'un hobby comme la danse latine, par exemple. Fait que pour moi, je les vois un peu quand même de façon séparée. Ceci étant dit, effectivement, au niveau de tout ce qui est fidélité, infidélité, tu sais, moi, c'est sûr que si je pars un peu de mon expérience personnelle, moi, j'ai été en relation avec un danseur qui, malheureusement, m'a été infidèle. Puis, évidemment, c'était une crainte que j'avais. En fait, c'est une crainte que j'avais de façon généralisée, mais elle était effectivement plus vive en étant en couple avec quelqu'un qui était très actif et présent dans la communauté. Donc, que les déclencheurs étaient multiples. T'sais, on y était exposé de plein de façon régulière. Par contre, je pense que pour défaire un peu ce stéréotype-là que, oh mon Dieu, nécessairement, dater un danseur, ça va se terminer en infidélité, je pense que c'est de se rappeler aussi que ça parle de l'individu. Mm-hmm. Le contexte peut être favorisant ou défavorisant à ce que cette partie-là de la personne qui provient de ces enjeux non résolus se manifeste ou pas, se concrétise ou pas. Mais je pense pas que la danse latine crée l'infidélité. C'est un peu comme de dire, si je peux faire une analogie un peu parallèle de quelque chose de complètement différent, disons que moi, d'emblée, j'ai pas un tempérament violent, je suis pas une personne violente. Même si j'écoute des films où tout le monde s'entretue à coups d'épée, où je joue à des jeux vidéo violents, ça va pas s'actualiser en moi qu'il y aura des comportements violents dans la vie. Ça va pas trigger quelque chose. Non, parce que c'est pas moi. J'ai pas ça à l'intérieur. Donc, je le vois un peu d'une façon similaire. Quelqu'un que de par ses enjeux ou par le travail qu'ils ont fait sur leurs enjeux, par ses valeurs. Mais au-delà des valeurs, ça, c'est peut-être plus la thérapeute qui parle ici, mais en moi, mais au-delà des valeurs, souvent, ce que je vois, c'est quand les gens transgressent des limites ou font des comportements malsains ou hurtful pour soi-même ou les autres, ça provient souvent d'enjeux non résolus qui malheureusement sont plus forts des fois que les valeurs. Mm-hmm. Mais oui, les valeurs aussi, ça, c'est sûr. Ça va pas... C'est ça, si moi, je suis pas une personne qui porte ça en moi, d'être infidèle, quand bien même que, justement, je suis lancée dans un milieu où effectivement, on le niera pas.
des parties, de l'alcool, des belles filles, des tenues. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que dans ça le peut milieu, être provocateur des fois. Oui, on a des tenues plus provocatrices, selon le commun des mortels. Là. Donc, il y a beaucoup de facteurs de risque, je vais les appeler comme ça. Mais, encore une fois, si j'ai pas l'intention, j'ai les outils personnels, émotionnels pour me ramener à ce qui est important pour moi, qui est je veux demeurer fidèle à ma partenaire. Quand bien même que je suis entourée de tout ça, ça se matérialisera pas. Et donc, à l'inverse, si moi, dans mes enjeux, la personne, elle n'a pas réglé ses choses puis est portée vers l'infidélité, j'ai envie de dire, moi je crois que la personne qui m'a été infidèle, ça n'avait pas été dans la danse latine, ça aurait été avec quelqu'un d'autre ou dans un autre contexte. Parce que je pense pas que c'est la danse latine qui a fait ça. De là, puis là, peut-être que je peux faire le pont avec quand on parlait tantôt, comment qu'on négocie ou comment qu'on navigue des relations amoureuses dans ce contexte-là qui est quand même particulier. Mais je pense que ça nous ramène à justement ce travail d'équipe-là qu'on fait dans la relation pour se sécuriser puis pour créer ce que j'appellerais un genre de safety net. Puis ce qui est un peu ironique, c'est que je me souviens avoir eu cette conversation-là avec ce partenaire-là à l'époque, qui malheureusement, visiblement, pas suivi mes conseils. Mais je me souviens qu'une conversation qu'on avait eue, c'était justement, on va pas justement faire l'autruche. C'est un milieu qui a des facteurs de risque plus que d'autres hobbies, on va se le dire. Hein? Puis je disais, mais c'est comme, faut faire attention, il faut être conscient on peut jouer avec le feu, il faut être conscient qu'il y a ces facteurs de risque-là. Donc, comment que on peut être justement comme prévenir au lieu de guérir. Comment qu'on peut, dans cette perspective-là où, OK, je veux rester fidèle dans ma relation, je veux préserver ma partenaire, être conscient de ça puis faire attention. Si c'est, par exemple, je donne un exemple. Si je sais que quand je suis très, très, très intoxiquée, mes valeurs morales prennent le bord puis mes limites sont floues. C'est un bon exemple, ça. Est-ce que je peux faire... Ça doit arriver souvent. C'est vrai. Est-ce que je peux faire le choix conscient quand je vais être un week-end de congrès de temps sans ma partenaire, peut-être que de façon préventive, je vais faire le choix conscient de ne pas me péter la face, de ne pas dépasser certaines limites, par exemple, dans ma consommation. Est-ce que je peux faire le choix conscient que si j'ai le choix entre partager une chambre avec telle personne ou une personne qui m'attire, on est humain, on a le droit d'avoir des attirances pour d'autres personnes, versus une personne qui ne m'attire pas, je peux être dans la prévention puis faire des choix conscients pour ne pas me créer inutilement, surtout quand c'est quelque chose qu'on peut prévenir, éviter un terrain glissant parce qu'on est humain. Donc, c'est ce choix renouvelé-là dans comment je gère ma relation, puis je protège ma relation. Tout à fait. C'est comme se faire des compromis, mais comme avec soi-même. Et envers l'autre. C'est aussi une façon de faire un compromis envers l'autre, envers ma partenaire, de tu es important, tu es importante pour moi. Je suis consciente de ça, même si je ne vais pas avec l'intention de t'être infidèle, mais je veux te sécuriser, je veux nous sécuriser, je veux préserver. T'sais. Donc, je pense que ça parle vraiment plus de l'individu dans un contexte qui peut être facilitant mais pas plus que ça, dans ce sens-là. Non. C'est quand même important de le souligner, que ça parle de l'individu pour pas justement stéréotyper tout ça. C'est ça, c'est pas tout le monde qui... Tous les danseurs sont infidèles quand ils dansent la bachata. C'est ça. Puis j'aime beaucoup les conseils que tu as donnés parce que c'est 100% utilisable dans un contexte non danse latine. Je trouve que c'est une façon saine. Comme tu dis, on est humain. Je pense que certaines personnes n'osent pas dire que quand tu es en couple, ça se peut que tu aies des attirances envers d'autres personnes. Puis je trouve ça vraiment comme cool comment tu l'as dit, on est humain. Étant donné que c'est possible que tu aies des attirances envers d'autres personnes, de pouvoir te connaître puis mettre des petites affaires qui vont te prévenir, à te mettre dans un environnement qui pourrait te faire des choses qui vont contre tes valeurs parce que parfois tes valeurs sont à une certaine place. Mais je pense que sentiment et valeurs, quand on est dans l'émotion, des fois, tes valeurs sont un peu plus loin. Quand tu es dans l'émotion, quand tu es fâché ou quand tu es triste ou quand tu es... C'est ça, tu es plus facilement impulsif. Il y a même des gens qui sont plus facilement impulsifs que d'autres aussi. C'est dans des tempéraments d'individus. Certaines personnes ont plus de facilité à faire quelque chose un peu YOLO, puis il y a d'autres personnes qui pensent 100 fois à c'est quoi les conséquences de telle affaire. Moi, je suis comme ça. C'est pour ça que comme j'ai appris avec aussi des contacts d'autres individus à quel point le tempérament peut jouer sur l'impulsivité.
Puis je pense que les exemples que tu as donnés démontrent très bien finalement que même si tu connais que tu es impulsif ou que tu deviens impulsif avec de l'alcool ou que tel environnement fait que tu te lâches un peu plus, le fait de se connaître finalement te donne tous les outils nécessaires pour rester fidèle. Si c'est vraiment ça que tu veux finalement aussi. Exact. Bref, le travail de soi doit passer avant d'être en couple ou pas nécessairement avec un danseur ou un non-danseur, mais c'est vraiment travailler sur soi-même justement pour limiter tout ça. Tout à fait. Et en travail d'équipe avec son partenaire. Et en travail d'équipe. Vraiment cool comme discussion. J'espère que... Et on pourrait en parler vraiment toute la journée. Oui. C'est sûr qu'il pourrait avoir des parties 2 ou 3. On va voir selon aussi, en espérant qu'il y a des commentaires qui vont comme ressurgir de ces conversations ou des questions. Peut-être que d'autres personnes vont vouloir avoir son opinion sur des situations spécifiques. Ça serait bien de faire un épisode où est-ce que les gens nous envoient leur Q&A. Tiens, mettons, moi, c'est m'est arrivé ça. Comme, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait au Q&A. Comme c'est sûr que, en tout cas, personnellement, nous, on se considère pas comme experts. Puis, comme tu l'as dit au début, là, en ce moment, tu parles comme Mag, la danseuse. Teintée par des teintée par mes réflexions. Toujours un peu clinique quand même. Mais je trouve que c'est super bien comme expliqué. Puis, je pense que ça peut aider quand même beaucoup de personnes à faire cette introspection un peu là sur où est-ce qu'ils sont en ce moment, comment ils veulent entamer leur relation, comment ils veulent améliorer peut-être leur relation en ce moment. Ou même pour les danseurs débutants qui ont peur de s'engager justement avec un danseur ou un prof. Mm-hmm. Je trouve que cette discussion a quand même été très riche justement pour donner des trucs. Des astuces. Oui. Ou le partager à son partenaire aussi, qui danse pas, si c'est le cas, son et sa partenaire. Oui. Nous, on est vraiment là pour... le podcast. Un des buts qu'on veut, puis je le répète peut-être, mais c'est qu'on veut aider à accroître la communauté. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que quand on voit des petits obstacles comme celui-ci qui pourraient être des obstacles... négatifs à justement intégrer cette superbe communauté de danse-là. Exact. Donc, pouvoir enlever le côté négatif, peut-être éduquer les gens, et se focus sur le bien-être que ça nous apporte. Ça me faisait réfléchir à ce que tu disais, le mot communauté. Puis peut-être que j'ai envie un peu de conclure là-dessus aussi, où là, c'est sûr qu'on a plus parlé des expériences individuelles de relations amoureuses, mais je trouve que justement, c'est important d'avoir cette réflexion-là aussi en tant que communauté, de comment aussi, en tant que membre de la communauté, on contribue ou non à un milieu justement sécurisant. Mm-hmm. Tu sais, j'avais des réflexions par rapport à, par exemple, qu'est-ce qui m'avait aidé à me rendre confortable, disons, de partager mon chum à ce qu'il danse avec d'autres filles. Ben, c'est aussi cette confiance-là que j'ai en ces filles-là qui dansent avec mon partenaire, qu'elles sont respectueuses, qu'on a un peu cette solidarité-là entre nous. On est conscient qu'on danse avec les amoureux, les amoureuses de d'autres personnes. 100%. Puis pour moi, ça, très souvent, ça a fait toute la différence entre soit me sentir plus confortable à l'idée que mon partenaire danse avec quelqu'un d'autre, ou parfois à l'inverse. J'ai eu des expériences où j'ai senti qu'il y avait des filles qui avaient aucun respect, même si elles étaient très au courant que la personne était mon amoureux, qui n'avaient aucun respect, même devant moi, de respecter certaines limites sociales ou troupes là, partout. Personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé au social, de voir mon amoureux se faire vraiment caresser. Quand tu dépasses la ligne, tu le vois, là. Oh oui, ça se voit. Même dans l'énergie, je l'observe aussi. Ah oui, j'ai observé 100 fois ce genre de situation. D'ailleurs, c'est peut-être un qui contribue justement à que je n'étais pas intéressée nécessairement à ça. Mais définitivement, je trouve que c'est un bon point à ramener parce que si les gens ne respectent pas les autres, sachant qu'ils sont en relation. On va donner la chance. Là. Mais ça se peut aussi que la personne ne sache pas. OK, fine. Ouais. Mais surtout quand on le sait et de quand même agir de façon un peu égoïste, finalement. Ça se peut, des gens sont beaucoup plus égocentriques que d'autres, encore une fois. Donc, ils pensent à leur
leur bien-être, donc ils veulent nécessairement avoir un bon moment avec la personne. Mais c'est sûr que si tout le monde avait un petit peu plus d'empathie envers la situation des autres de la communauté, parce qu'ensemble, on la partage, on la grandit, c'est sûr que si tout le monde faisait un petit effort, effectivement, ça pourrait vraiment nous aider à enlever ces stéréotypes et rendre cette communauté un peu plus saine et welcoming. Donc voilà, je voulais juste partager cette dernière réflexion. Très bon point. Merci beaucoup, Vraiment un bon Mag, point. De rien. pour avoir partagé tout ça. C'était vraiment le fun. Puis j'espère que cet épisode-là, qu'on parle des relations amoureuses, a été assez enrichissant justement pour que les gens qui nous écoutent en ce moment puissent être éduqués par rapport à ça. Puis que, si Qui veulent ouvrir la discussion encore plus, peut-être. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser des questions. Absolument. J'espère aussi vraiment que ça... Parce que je pense que c'est un thème qui est tellement d'actualité puis qui va toujours l'être, en fait, dans la communauté. Donc, j'espère vraiment que ça a pu peut-être aider les gens, soit de se sentir moins seuls, si on peut peut-être s'identifier avec certaines choses qu'on a partagées, ou que ce soit d'avoir nourri certaines réflexions, une introspection et ou une discussion avec, disons, leurs partenaires ou des futurs partenaires, puis ça peut les guider pour naviguer ça, c'est tant mieux. Merci encore une fois. C'était vraiment le d'avoir fun. accepté notre invitation au podcast. Yes. Puis encore une fois, si vous avez des commentaires, des Q&A ou vous voulez nous proposer des nouveaux Alors, sujets, vous pouvez nous envoyer directement les commentaires ou les questions sur notre Instagram, à commercial Libéramé, ou vous pouvez aussi contacter... Vous pouvez me contacter Marc, directement Marc. aussi. vous avez Absolument. aimé son verre, vous voulez aller lui écrire directement sur XYZ. Est-ce que tu peux nous partager ton Instagram? Oui, c'est mag-ali. Donc, on va le mettre dans les commentaires parce qu'il est écrit un petit peu différemment. C'est ça, tu l'as mis. Mais n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire, ça va me faire plaisir. Merci. encore. Merci. Merci C'était à vraiment- tous ceux qui nous écoutent présentement, puis on se voit Au prochain bientôt. épisode. Au prochain épisode, épisode 5. Bye bye. Bye!